J'arrive devant ma vieille maison en Nouvelle-Angleterre, destination finale d'un voyage commencé il y a quelques semaines. Ce déménagement était à la fois chaotique et excitant. Un nouvel emploi dans une nouvelle ville signifiait que je devais trouver un nouveau logement. Quand j'ai vu cette annonce, abordable, isolée et imprégnée de charme historique, je n'ai pas pu résister. Les boiseries, la cheminée en pierre et le jardin fantaisiste promettaient un changement de décor bienvenu après l'étroit appartement urbain que j'appelais auparavant ma maison. Je crois que je suis arrivé, me dis-je en coupant le moteur et en sortant de la voiture. L'air est frais, il sent le pin et la terre humide. Je sors la clé du coffre à clé et ouvre la porte d'entrée, qui gémit doucement, comme si elle se réveillait d'un sommeil profond. L'intérieur sent le renfermer, mais c'est normal pour une maison qui a plus d'un siècle. Je jette un coup d'œil rapide pour me rappeler la disposition des pièces. Le parquet craque sous mes chaussures et le papier peint a connu des jours meilleurs. Mais ce n'est pas grave. Une légère usure ne fait qu'ajouter au charme. Le salon et la cuisine sont en bas. Les chambres sont à l'étage. Il y a aussi un grenier, un immense espace sombre auquel je n'ai pas prêté attention lors de ma première visite. De retour dans le salon, je regarde la pile de cartons laissés par les déménageurs. Toute ma vie se trouve dans ces cartons ondulés. Vêtements, livres, ustensiles de cuisine et bien d'autres choses que j'ai accumulées au fil des ans. Je devrais commencer à déballer mes affaires, mais je n'arrive pas à me sortir le grenier de la tête. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il y a là-haut, me dis-je. Je prends une lampe de poche dans la boîte marquée « Important » et monte l'escalier étroit qui mène au grenier. Les marches en bois craquent sous mes pas et, une fois arrivé en haut, j'allume la lampe. Des particules de poussière dansent dans le faisceau lumineux tandis que j'inspecte la pièce. Le grenier est rempli de toutes sortes d'objets oubliés, vieux meubles, valises et diverses antiquités. C'est un entrepôt oublié par le temps, rempli d'objets que les anciens propriétaires avaient probablement l'intention de trier, mais qu'ils n'ont jamais pris le temps de faire. Je soupire. Il semble que le nettoyage sera plus important que prévu. C'est alors que je la remarque. Une boîte poussiéreuse, légèrement cachée derrière un vieux fauteuil à bascule, semble murmurer pour attirer l'attention. Je me demande ce qu'il y a dedans, marmonnai-je en approchant la boîte. Ses bords sont usés par le temps. Je soulève le couvercle. À l'intérieur se trouve un ensemble d'objets qui semblent avoir été collectionnés pendant de nombreuses années. Dans un coin, des pièces de monnaie sont empilées, leurs images sont effacées, mais encore reconnaissables. À côté d'elles se trouve un médaillon en argent terni, dont le fermoir est rouillé. De l'autre côté de la boîte, il y a des lettres jaunies, chacune soigneusement pliée et attachée avec une ficelle brune cassante. Mais ce qui attire mon attention, c'est qu'au fond de la boîte se trouve une pile de journaux intimes reliés en cuir. Les couvertures sont ternies par le temps, mais sinon, ils sont bien conservés. J'en prends un, sentant son poids dans mes mains. La couverture en cuir, malgré les années, est texturée et bien conservée. Je l'ouvre délicatement pour ne pas abîmer la reliure et trouve une inscription sur la première page. Elle dit « Journal d'Elias, le chasseur de sorcières ». Mes sourcils se lèvent de surprise. À ce moment-là, je suis poussé par la curiosité. Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'emporte les journaux dans le salon. Je m'assois sur mon canapé gris en peluche, pose les journaux intimes sur la table basse pendant un instant, tout en arrangeant les coussins derrière moi. Enfin, une fois installé, je pose le premier journal intime sur mes genoux et l'ouvre. Le papier est épais, légèrement jauni par le temps, mais l'encre est encore lisible. 5 mars 1670. Je m'appelle William, je suis né et j'ai grandi dans un petit village de Nouvelle-Angleterre, un endroit où les traditions sont très présentes et où les peurs sont profondément ancrées.
Je viens d'une famille d'agriculteurs, une vie simple, mais qui nous suffisait. C'était ainsi jusqu'à ce que, il y a 2 hivers, notre village soit frappé par une tragédie qui m'a conduit sur une voie complètement différente. Cet hiver-là, notre récolte a été détruite, notre bétail est mort de manière inexplicable, et une maladie s'est propagée dans le village, touchant les jeunes comme les vieux. Les gens ont commencé à murmurer que ce n'était pas naturel, que quelqu'un ou quelque chose était derrière tout cela. Je me souviens de cette soirée effrayante où Madame Thompson, notre guérisseuse, a été retrouvée pendue à un chêne, sans vie. Sa mort est devenue un symbole, une déclaration selon laquelle le village avait cédé à ses peurs les plus profondes, la sorcellerie. Madame Thompson était une femme bonne, elle avait aidé à mettre au monde la moitié des enfants du village. Elle m'avait enseigné les plantes médicinales quand j'étais enfant. À l'époque, ces connaissances me semblaient non simplement intéressantes, mais elles sont désormais vitales. L'idée qu'elle avait été accusée de sorcellerie et qu'elle allait connu une fin aussi horrible était à la fois terrifiante et révélatrice. Cela m'a fait comprendre que l'ignorance, combinée à la peur, peut avoir des conséquences indescriptibles. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder le village sombrer dans la paranoïa et pointer du doigt des âmes innocentes, les accusant de pactiser avec le diable. Il m'est apparu évident qu'il fallait agir, mais en se basant sur la compréhension et non sur la peur aveugle. J'ai donc décidé de partir en quête de connaissances afin de comprendre la véritable nature des sorcières. Étaient-elles des créatures maléfiques qui méritaient Dieu notre crainte, ou simplement des personnes incomprises avec lesquelles on pouvait traiter de manière moins barbare? J'ai passé des mois à voyager, à apprendre auprès de savants, de prêtres et même de personnes soupçonnées de sorcellerie, mais qui étaient prêtes à partager leur point de vue. J'ai acheté des livres et des manuscrits qui me racontaient l'histoire de la chasse aux sorcières, les signes de la sorcellerie et les méthodes pour lutter contre les sorcières. J'ai appris à me battre, sachant que je devrais peut-être me défendre et défendre les autres contre des menaces magiques, auxquelles je voulais être préparé. J'ai décidé de devenir chasseur de sorcières. Ma dernière étape a été de devenir l'apprenti de Nathaniel. C'était un chasseur de sorcières expérimenté, qui exerçait ce métier depuis des décennies. Bien que certaines de ses méthodes fussent controversées, il connaissait bien son métier et pouvait m'enseigner ce que les livres et les voyages ne pouvaient m'apprendre. Sous sa direction, je m'efforçais de devenir un chasseur de sorcières différent, quelqu'un qui apporterait bon sens et perspicacité à ce métier, souvent dominé par l'hystérie. Mon objectif n'est pas simplement de chasser les sorcières, mais de les comprendre, de distinguer celles qui veulent du mal de celles qui n'en veulent mal pas, et de rendre justice là où elle est vraiment méritée. Je souhaite être le changement, inaugurer une nouvelle ère dans la chasse aux sorcières, qui ne comprendra pas de persécution aveugle, mais se concentrera sur la véritable protection des innocents. Aujourd'hui, j'endosse pour la première fois le rôle de chasseur de sorcières. Le poids de cette responsabilité pèse sur mes épaules alors que je me prépare à partir en voyage avec Nathaniel, mon mentor. L'atmosphère est tendue tandis que nous rassemblons nos provisions. Des épées affûtées jusqu'à briller, des livres reliés en cuir contenant les connaissances essentielles sur la sorcellerie, et de petits sachets remplis de diverses herbes et substances connues pour leur efficacité contre les sorcières. Nathaniel, avec son expression sévère et son regard perçant, se tourne vers moi et remet en question ma détermination. « William, es-tu sûr de vouloir faire cela ?» Sa voix est grave, empreinte de nombreuses années d'expérience et de prudence. Je le regarde en retour, essayant de rayonner autant de confiance que possible. « Oui, j'en suis sûr, » réponds-je fermement. « Nos villages sont menacés,
Les sorcières font du mal et sèment le chaos. Quelqu'un doit agir. Il hoche la tête, visiblement satisfait de ma réponse. Très bien. Assure-toi que ton cheval est nourri et prêt pour le voyage. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous nous dirigeons vers Eastwick, où, selon les rumeurs, les sorcières se sont activées. Je prépare mon cheval, vérifie la selle et la bride. L'animal sent la tension dans l'air et piaffe d'impatience. Je monte en selle et rejoins Nathaniel, et nous partons ensemble. À peine l'aube pointe-t-elle à l'horizon que le ciel passe du bleu foncé au bleu clair, signalant le début d'une nouvelle journée et, pour moi, d'une nouvelle vie. Le trajet jusqu'à Eastwick se déroule dans le silence, chacun de nous étant plongé dans ses pensées. Nathaniel rompt enfin le silence lorsque le village apparaît dans notre champ de vision. Ces petites maisons couvertes de chaume semblent assez inoffensives, mais elles cachent un réseau de peur et de rumeurs. Écoute attentivement, William. Dès notre arrivée, nous devons recueillir des informations. Nous interrogerons les habitants sur tout événement étrange, mais nous devons le faire avec prudence. Ces gens sont effrayés. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'une nouvelle raison de paniquer. J'écoute attentivement les conseils de Nathaniel, conscient du caractère délicat de notre mission. La peur se propage comme un feu de forêt, en particulier dans les petites communautés soudées comme Eastwick. Un mot ou une accusation imprudente peut pousser les habitants à la frénésie, ce qui ne fera que compliquer notre travail. N'oublie pas, ajoute Nathaniel, alors que nous approchons de l'entrée du village, notre objectif est de protéger ces gens, pas de devenir une source supplémentaire de peur pour eux. Faisons les choses correctement. Sur ces mots, nous entrons dans Eastwick, prêts à affronter toutes les difficultés. Nous arrivons sur la place du village, centre de la vie communautaire. Nathaniel dirige son cheval vers le puits, où un groupe d'hommes discute de quelque chose. Ils ont l'air sérieux, leurs visages sont figés dans une expression inquiète. Je me tourne de l'autre côté, vers une femme qui marche rapidement avec un panier de pommes. Son allure suggère qu'elle veut se rendre au marché et rentrer chez elle le plus vite possible. « Bonjour, madame », dis-je en lui adressant un salut amical mais respectueux, tout en descendant de cheval. « Bonjour », répond-elle en regardant partout sauf vers moi, visiblement nerveuse. Comprenant son agitation, je vais droit au but. « Je ne veux pas vous effrayer, mais avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps, quelque chose d'étrange ou d'inquiétant ?» Elle s'arrête un instant, regarde autour d'elle pour s'assurer que personne n'entend, puis se penche vers moi. « Les gens parlent d'une sorcière, » murmure-t-elle. « Mais c'est tout ce que je sais. Les gens ont peur d'en dire plus. » Je hoche la tête, la remerciant pour l'information. Elle s'éloigne rapidement, probablement désireuse de quitter ce sujet et cette place au plus vite. Je retourne vers Nathaniel, qui termine justement sa conversation avec les hommes près du puits. Il se tourne vers moi, ses yeux cherchant dans les miens le moindre indice de ce que j'ai appris. « Tu as trouvé quelque chose d'utile ?» demande-t-il, désireux de comparer nos informations. « Quelque chose. La femme à qui j'ai parlé a mentionné des rumeurs concernant une sorcière, mais sans donner de détails. » Nathaniel hoche la tête, sans montrer ni surprise ni soulagement. Pareil, les hommes ont supposé que s'il y avait une sorcière, elle se trouvait probablement près du vieux moulin dans la forêt. Allons vérifier. Nous menons les chevaux hors de la place et nous nous dirigeons vers la lisière du village, là où commence la forêt. Le sentier nous mène à un vieux moulin dont la structure en bois est usée et vieillie. Il est presque midi, mais l'air autour du moulin semble anormalement froid. Un vent violent se lève, faisant grincer longuement la roue délabrée fixée au moulin. Nathaniel descend de cheval et me regarde. Nous devons inspecter rapidement la grande place. Je vais entrer par l'entrée principale. Fais le tour du bâtiment et inspecte les environs.
Garde ton épée à portée de main et reste vigilant. » J'acquiesce en sortant mon épée de son fourreau en cuir. L'acier brille faiblement dans les rares rayons de soleil qui parviennent à traverser le feuillage dense des arbres, tandis que Nathaniel s'approche prudemment de la porte d'entrée du moulin. Je commence à contourner le bâtiment, tous mes sens en alerte, conscient que la situation peut devenir dangereuse à tout moment. Soudain, j'entends du bruit à l'intérieur. Le cœur battant, je cours vers la façade du bâtiment et enfonce la porte d'un coup de pied. À l'intérieur, je vois Nathaniel se battre avec une femme. Son apparence est effrayante. Ses yeux sont complètement noirs, sans blanc ni iris. Ce détail immédiat et inhabituel confirme notre soupçon qu'elle est une sorcière. Sans hésiter, je me précipite dans la bataille, l'épée à la main. Je vise avec précaution, en essayant de ne pas toucher Nathaniel et de désarmer la femme. Elle résiste désespérément, faisant preuve d'une force surhumaine, mais à nous deux, travaillant en tandem, nous finissons par la maîtriser. Nathaniel sort rapidement une corde de sa ceinture et lui lie les mains pour l'empêcher de jeter des sorts. Quand il a fini de faire les nœuds, je suis pris d'un doute. « Nathaniel, est-ce qu'on fait le bon choix ?» lui demandai-je. Nathaniel lève les yeux. « On fait ce qu'il faut », répond-il. Son ton ne laisse pas de place à d'autres questions. C'est une réponse simple, mais lourde de sens, qui souligne toute la gravité de nos actes. Nous sortons la femme ligotée du moulin et retournons à travers la forêt vers le village. Nathaniel chevauche devant, visiblement concentré sur sa tâche, et je le suis, l'esprit en ébullition. L'expression « ce qui était nécessaire » me trotte dans la tête dans cette sombre et dangereuse affaire de chasse aux sorcières. C'est peut-être le mieux que l'on puisse espérer. Faire ce qui est important pour le bien commun de la communauté, même si le prix à payer individuellement est élevé, moralement ou autrement. Malgré mes doutes, une partie de moi reconnaît qu'il fallait agir. Les habitants du village vivent dans la peur, et notre rôle est de les protéger. En approchant du village, je comprends que c'est le point de non-retour. Le temps passe, et ma formation avec Nathaniel devient de plus en plus intense. Chaque jour est une nouvelle leçon sur la traque des sorcières, le décryptage des sorts et l'apprentissage des techniques d'interrogatoire. Et il ne s'agit pas seulement de préparation physique. Nathaniel veille à me doter des outils psychologiques dont j'ai besoin pour gérer la tension émotionnelle qui accompagne ce rôle. Notre objectif principal est simple, protéger les innocents de l'influence néfaste des sorcières. Nathaniel est un professeur exigeant qui n'attend de moi que les meilleurs résultats. Cependant, il équilibre sa sévérité par sa justice, en louant mes succès et en indiquant clairement ce que je dois améliorer. Puis arrive la nouvelle d'une sorcière qui menace le village de Hargrove. Contrairement à nos missions précédentes, cette affaire semble particulièrement difficile. La sorcière, Elisa, n'est pas une novice dans le monde de la magie noire. Elle a la réputation d'être rusée et a réussi à échapper à la capture dans le passé. Connue pour provoquer une forte faim avec ses malédictions, Elisa représente une menace directe pour la survie de tout le village. Après nous être préparés, Nathaniel et moi partons pour Hargrove. Nos chevaux galopent à un rythme régulier, parcourant rapidement la distance qui nous sépare de la ville que nous connaissons bien. À mesure que nous approchons de Hargrove, les preuves des méfaits d'Elisa deviennent de plus en plus évidentes. Les champs, qui devraient être luxuriants et verts à cette période de l'année, sont au contraire stériles et bruns. Les parcelles de terre qui donnaient autrefois des récoltes abondantes sont désormais vides, incapables de soutenir toute forme de vie. Ce spectacle est saisissant et ne fait que renforcer l'urgence de notre mission. En entrant dans Hargrove, nous comprenons immédiatement que le village est en proie au désespoir. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes avec des mouvements apathiques. Leurs visages
sont marquées par l'inquiétude et le désespoir. Les conversations sont rares et les rires inexistants. Ce n'est pas simplement une communauté qui lutte contre des difficultés économiques. Ces gens luttent pour leur survie et sont en train de perdre. La malédiction d'Elisa étouffe la terre, et le temps dont disposent les habitants du village avant d'être définitivement brisé s'écoule. La lourdeur de notre tâche devient de plus en plus palpable à chaque pas que nous faisons, et nous comprenons que l'échec n'est pas une option. Elisa est plus intelligente que la plupart des sorcières auxquelles nous avons eu affaire. Nous devons être vigilants, déclare Nathaniel en inspectant la place du village. Nous descendons de cheval et nous nous séparons, afin de couvrir une plus grande superficie en moins de temps. La place est remplie de gens qui montrent des signes évidents de désespoir. Je vois la peur dans leurs yeux. Ils semblent m'évaluer. Je m'approche d'un fermier qui tente de tirer quelque profit que ce soit de la terre. Mais ses efforts semblent vains, compte tenu de l'état actuel du sol. « Bonjour, monsieur », lui dis-je en essayant d'adopter un ton léger. « Les champs ne donnent pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Il pousse un profond soupir et essuie la sueur de son front. C'est comme si la terre elle-même s'était liguée contre nous. Pas d'eau, pas de récolte, rien. La terre semble maudite. C'est curieux, dis-je, développant prudemment cette idée. Avez-vous remarqué autre chose d'inhabituel, peut-être des visages inconnus dans les environs? Il hésite, se demandant s'il doit partager ce qu'il sait. Finalement, il cède. Écoutez, les gens ici en parlent. Ils disent que c'est l'œuvre d'Elisa. Elle y a été vue dans la forêt nord. Je remercie le fermier d'un signe de tête et retourne vers Nathaniel, le visage grave mais concentré. J'ai parlé à un habitant du coin. Il a vu Elisa près des vieilles ruines dans la forêt nord, me dit-il en me regardant d'un air interrogateur. Le fermier à qui j'ai parlé a mentionné le même endroit, répondis-je. Nos informations confirmées ne laissent aucun doute. Élise se trouve très probablement dans la forêt nord. Nous sellons nos chevaux et partons vers les vieilles ruines. À mesure que nous nous approchons, un sentiment de peur envahit l'atmosphère, comme si l'air lui-même était imprégné de malveillance. Nathaniel et moi le ressentons tous les deux. C'est comme si la forêt elle-même nous mettait en garde. Nous descendons de cheval. Nous attachons nos montures à un arbre solide. Après avoir dégainé nos épées, nous avançons prudemment à pied. « Nathaniel, comment allons-nous procéder ?» demandai-je en regardant la forêt sombre et les ruines délabrées devant nous. « Inspecte le périmètre. Je vais passer devant et traverser le centre des ruines, » ordonne-t-il, ses yeux scrutant les environs à la recherche de tout signe de mouvement ou de danger. Je suis les instructions de Nathaniel et commence à contourner les ruines. Mon oreille capte un son étrange, un chant grave et sinistre qui semble provenir de derrière une partie effondrée du vieux mur de pierre. Je m'arrête, croise le regard de Nathaniel et lui indique la source du son. Il hoche la tête, comprenant la gravité de la situation. D'un mouvement coordonné, nous faisons irruption dans cet endroit isolé, interrompant Élise au milieu de ce qui semble être un rituel sombre et sinistre. Les ingrédients du sort sont éparpillés sur un autel improvisé et elle lève les yeux, le regard brûlant, sans la moindre trace de peur. Un rire sinistre s'échappe de ses lèvres lorsqu'elle croise notre regard. Ah, les célèbres chasseurs de sorcières sont enfin arrivés, se moque-t-elle en nous regardant avec un sourire malveillant. Mais pour ce village, vous arrivez trop tard. Mon travail ici est terminé. L'arrogance dans sa voix est exaspérante, mais cela ne fait que renforcer ma détermination. Nous sommes ici pour mettre fin à ces méfaits, quoi qu'il en coûte. Dégainant son épée, Nathaniel se jette sur Elisa, mais elle est rapide. D'un simple claquement de doigts, elle crée un mur de feu qui nous sépare. J'essaie de contourner l'obstacle enflammé,
cherchant un moyen d'aider Nathaniel. Pendant ce temps, il tente de sauter par-dessus les flammes, mais trébuche, évitant de justesse les brûlures. Lorsque je contourne enfin le feu, Elisa profite de l'occasion pour contre-attaquer. Elle prononce un sort et un souffle de vent plaque Nathaniel contre un arbre, l'immobilisant un instant. Je me précipite vers elle, l'épée à la main, mais elle me remarque. D'un autre geste de la main, elle m'envoie une décharge d'énergie. Je l'esquive, mais la décharge frappe l'arbre derrière moi, qui s'effondre dans un grand fracas, me barrant le passage. J'enjambe l'arbre tombé, concentré uniquement sur le fait d'atteindre Elisa. Nathaniel a réussi à se libérer et est de nouveau dans le combat, mais elle tient bon, ses mains brillant d'une énergie sombre. Il part son coup, mais on voit qu'il est fatigué. Je franchis enfin l'arbre et réduis la distance. Elisa est trop absorbée par son duel avec Nathaniel pour remarquer que j'approche par derrière. Au moment où je m'apprête à frapper, elle se retourne brusquement, sentant ma présence. Je brandis mon épée, mais elle part le coup avec un bouclier magique. Nathaniel profite de sa distraction pour passer à l'action. Il se jette sur elle et parvient à lui entailler le bras avec sa lame. Elle pousse un cri de douleur et se laisse distraire un instant, ce dont je profite. Je la fais tomber en l'attaquant par derrière. Nathaniel lui jette immédiatement une corde enchantée autour des poignets. Ses sorts s'effondrent, l'énergie magique se dissipe dans l'air. Elle est ligotée et neutralisée, ses mains sont attachées par une corde qui neutralise les sorts. Épuisés, mais soulagés, nous faisons une pause pour reprendre notre souffle. Maintenant ligotée et impuissante, Elisa ne peut plus résister. Alors que nous reprenons le chemin du village, nous remarquons que, tandis que nous la ramenons, les champs stériles commencent à montrer des signes de vie. Les terres agricoles retrouvent une touche de verdure et les cultures reprennent vie. La malédiction qu'elle a jetée est levée, son influence maléfique s'estompant avec sa capture. De retour sur la place du village, nous voyons que les habitants sont prudents, mais l'espoir apparaît sur leurs visages. Plusieurs villageois s'avancent pour nous remercier sincèrement de notre intervention. Alors que nous préparons les chevaux pour le départ, Nathaniel se tourne vers moi. Son visage est sévère, mais son regard est plus doux que d'habitude. « Tu apprends vite, » dit-il. « Tu es dès maintenant prêt à travailler seul. » Ces mots sont directs, mais ils ont beaucoup de poids. Nathaniel m'a bien préparé, et même si le chemin qui m'attend est semé d'embûches, je sais que je suis prêt à les affronter grâce à son enseignement minutieux et assidu. Je fais un signe de tête à Nathaniel pour accepter son approbation. Une nouvelle étape de mon parcours de chasseur de sorcières m'attend. C'est une perspective effrayante, mais je me sens désormais prêt à la relever. Le 14 août 1670, cela fait plusieurs semaines que je suis devenu chasseur de sorcières solitaire, mais j'ai enfin reçu ma première mission. Je descends de la calèche et arrive dans la ville côtière de Portmire. L'air est imprégné d'une odeur d'eau salée et d'une odeur moins perceptible d'inquiétude. Mes deux bottes crissent sur la route de gravier tandis que je regarde autour de moi. Les pêcheurs locaux se tiennent sans rien faire près de leurs bateaux, des filets à la main, mais il n'y a pas de poissons. Le maire Gérald m'accueille sur le quai. C'est un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau officiel, qui a connu des jours meilleurs. Son visage est marqué par les rides de l'inquiétude et de la fatigue, témoignant des ravages que la situation a causés. « Bienvenue à Portmire », dit-il en me tendant la main. « J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. »« On m'a mis au courant », dis-je en lui serrant fermement la main. « Je comprends que vous subissez des tempêtes impitoyables. Cela a des répercussions sur vos pêcheurs et l'économie locale. »« Et exactement, » répond le maire Gérald en hochant la tête. « La mer et c'est notre vie. Quand elle se retourne contre nous, tout s'écroule.
Les bateaux ne peuvent pas quitter le port pendant des semaines. Les marchandises s'accumulent, les pêcheurs ne peuvent pas gagner leur vie, et les gens commencent à souffrir de la faim. Mon regard passe du mer aux eaux agitées du port. Les vagues se brisent avec une violence inhabituelle sur le rivage. Les mouettes, qui remplissent habituellement l'air de leurs cris, sont étonnamment absentes, comme si elles aussi savaient que quelque chose n'allait pas. Eh bien, je suis ici pour découvrir ce qui ou qui provoque ces tempêtes et y mettre fin, lui assurai-je. Le maire Gérald me regarde avec un mélange d'espoir et de désespoir. Je prie pour que vous réussissiez, pour nous tous. J'acquiesce. La situation cide sombre, mais c'est précisément pour cela que j'ai été envoyé ici. La formation que j'ai reçue auprès de Nathaniel m'a préparé à relever de tels défis. Il est temps de se mettre au travail. Je me dirige directement vers les quais, où des groupes de pêcheurs se rassemblent autour des bateaux à l'arrêt. Les filets de pêche sont enroulés, les caisses d'équipement sont fermées, et l'atmosphère est imprégnée de déception et de peur. Je me présente et ils partagent volontiers leurs réflexions. « Ce sont des sorcières, je te le dis », dit un vieil homme au visage buriné qui se présente sous le nom de Jeb. « Je pêche dans ces eaux depuis des décennies, et je n'ai jamais vu la mer aussi impitoyable. Ce n'est pas normal. »« Des sorcières, dites-vous. »« Intéressant, » répondis-je en prenant mentalement note. « Où puis-je les trouver ?» Jeb jette un regard prudent autour de lui pour s'assurer que personne n'est à proximité. Puis, il se penche vers moi et baisse la voix jusqu'à murmurer d'un ton conspirateur. « Elles se sont installées dans une grotte à environ 1 kilomètre à l'ouest d'ici, derrière les marais. Des gens les ont vues entrer et sortir à des heures étranges, occupés à Dieu sait quoi. » J'acquiesce, absorbant l'information. « Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous pensez qu'ils sont responsables des tempêtes ?» Le vieux pêcheur se gratte la barbe grise. « Eh bien, ce n'est pas une coïncidence si les tempêtes ont commencé juste après leur arrivée. De plus, les gens ont entendu des chants effrayants et ont vu des lumières étranges provenant de cette grotte. Il y a quelque chose qui cloche ici, je te le dis. »« Merci, Jeb, c'est utile, » dis-je, ma détermination se renforçant. Fort de ces nouvelles informations, je décide qu'il est temps d'aller inspecter cette grotte. Alors que le soleil se couche à l'horizon, je me tiens à l'entrée de la grotte. C'est un trou sombre et béant dans la roche calcaire, encadré de pierres dentelées et de buissons envahissants. Derrière moi, la mer est déchaînée. Les vagues se brisent contre les rochers. Comme pour me avertir de rester à l'écart, je sors une torche de mon sac à dos et l'allume. La flamme vacille, projetant des ombres effrayantes sur les parois de la grotte. Après avoir pris une profonde inspiration, j'entre. Mes essences sont en alerte, tandis que je m'enfonce dans la grotte. Les parois sont irrégulières, des stalactites pendent du plafond. Je commence à entendre un murmure qui s'amplifie à chaque pas. Puis je l'entends, des incantations, un chant rythmé qui me donne des frissons dans le dos. Finalement, je tourne au coin et je les vois. 3 silhouettes sont debout en cercle autour d'un autel, apparemment en plein rituel. Des symboles sont dessinés sur le sol et divers objets rituels sont disposés autour d'elles. Un poignard, des bougies et un livre. Décidant que l'effet de surprise est perdu, je m'avance dans le cercle de lumière créé par leurs bougies de vacillantes. « C'est donc vous qui êtes à l'origine des tempêtes qui s'abattent sur cette ville », dis-je en les regardant droit dans les yeux. La plus grande des sorcières, qui semble être la chef, lève les yeux vers moi. Son regard est froid et un sourire apparaît sur ses lèvres. « Et qui, si je peux me permettre, va nous arrêter? Vous? » « Si nécessaire, » répondis-je en serrant fermement la poignée de mon épée. « On m'a appris à le faire, mais la tension dans l'air est indéniable. Un rire malveillant résonne dans la grotte. « Eh bien, essayez donc !»
se moque-t-elle. Au même instant, les 3 sorcières lèvent à vol les mains, et l'atmosphère de la grotte change brusquement. L'air devient électrique, chargé d'une énergie qui me hérisse les poils des bras. Le vent hurle avec fureur, tourbillonnant en des motifs surnaturels. Une rafale d'air éteint instantanément ma torche, plongeant la grotte dans l'obscurité. Mes yeux ont du mal à s'habituer, mais je dégaine mon épée, la tiens devant moi, adopte une position défensive et tend de l'oreille pour déterminer leur emplacement grâce au son de leur voix. L'obscurité est oppressante, mais cela ne m'arrêtera pas. Je suis prêt à tout. La chef des sorcières tend la main et un éclair d'énergie crépitante me frappe. L'air siffle lorsqu'il passe à côté de moi. Faisant appel à mes réflexes, j'esquive au dernier moment. L'éclair me frôle et frappe le mur, laissant une trace brûlée. Profitant de l'occasion, je me concentre et prononce le sort que Nathaniel m'a enseigné pour de telles occasions. Une boule lumineuse se matérialise dans ma paume et vole vers les sorcières. La chef, rapide, s'écarte au dernier moment. Mais l'une de ses compagnes est plus lente. La boule la frappe en plein dans la poitrine. Elle pousse un cri et tombe au sol, temporairement hors d'état de nuire. Sans perdre une seconde, je sors de ma ceinture une corde qui neutralise les sorts. Je cours vers elle et lui attache rapidement les mains. La corde se resserre d'elle-même, neutralisant ses pouvoirs magiques. 2 sorcières sont capturées. Il n'en reste plus qu'une. Je tourne mon attention vers la sorcière restante. Elle grogne et se jette sur moi à une vitesse étonnante, les doigts tendus comme des griffes. Mais j'ai été bien formé. J'esquive son attaque tout en tendant la jambe pour lui faire un croche-pied. Elle trébuche et tombe en avant, heurtant le sol. Avant qu'elle n'ait le temps de reprendre ses esprits, je suis déjà sur elle. À l'aide d'un autre morceau de corde spéciale, je lui attache les mains dans le dos. La corde se resserre à nouveau et ses pouvoirs magiques sont neutralisés. La chef des sorcières recule dans l'obscurité de la grotte, les yeux toujours rivés sur moi. « Ce n'est pas encore fini », siffle-t-elle, la voix pleine de rancœur. « Tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. » En un clin d'œil, elle disparaît dans les profondeurs de la grotte, me laissant seul dans un silence désormais imprégné de la promesse de futurs affrontements. Après avoir rassemblé les sorcières de capturées, je retourne à Port-Mire. À notre arrivée, je sens que l'atmosphère a changé. L'air n'est plus aussi imprégné de désespoir qu'auparavant. Même la mer semble plus calme, les vagues autrefois déchaînées clapotent désormais doucement contre le rivage. C'est comme si la ville elle-même poussait un soupir de soulagement. Je remets les sorcières capturées aux autorités locales, après m'être assuré qu'elles sont bien enfermées. Le maire Gérald s'approche. « Merci », dit-il d'un ton ferme en me serrant la main. « Vous avez sauvé notre ville, vous avez sauvé notre peuple. » « J'ai fait ce que je devais faire, » répondis-je, me souvenant de ce que Nathaniel disait toujours à propos de notre sombre devoir. Nous faisons ce qui est nécessaire pour protéger les innocents. Les pêcheurs se préparent déjà à reprendre la mer, réparant leurs filets et préparant leurs bateaux. Les familles se retrouvent sur les quais, les sourires pleins d'espoir remplaçant les expressions sombres qui dominaient auparavant. La vie à Port-Mire revient lentement mais sûrement à ce qu'elle était auparavant. Mais lorsque je monte à cheval pour partir, les paroles de la chef résonnent encore dans ma tête. Elle est toujours là, quelque part dans l'ombre, à élaborer des plans et des complots. Cette escarmouche n'était qu'un prélude, et je me surprends à la fois à attendre et à redouter notre prochaine rencontre. Le 24 avril 1673. Des années d'expérience m'ont préparé à relever des défis, mais rien n'est comparable à celui-ci. Je me tiens à l'entrée d'un château en ruine. Les murs sont recouverts de lierre, la nature reprend possession de ce bâtiment autrefois majestueux. Les gens parlent d'Abigaël, une sorcière différente des autres,
peut-être plus dangereuse que toutes celles que j'ai rencontrées. Je serre la poignée de mon épée. Un sentiment d'anticipation me traverse. Je dois découvrir si les rumeurs à son sujet sont vraies. Lorsque j'entre, l'atmosphère change sensiblement. L'air est dense, comme s'il portait en lui tout le poids de la magie qui a été pratiquée ici. Les murs sont décorés de torches, qui brûlent d'une lumière inquiétante. La lumière qu'elles projettent ne ressemble pas à celle d'un simple feu. Elle semble imprégnée de magie. Je sens que je suis observé, mais pas par des yeux ordinaires. Il y a ici une force qui sait que je suis venu et qui analyse chacun de mes pas. Tu es enfin arrivé. La voix résonne dans la salle, me donnant la chair de poule. C'est une sensation inquiétante, comme si les pierres elles-mêmes avaient trouvé la parole. « Montre-toi, Abigail », ordonnai-je, mon ton imperturbable malgré l'étrangeté du moment. Elle sort de l'ombre, comme si elle s'était matérialisée à partir de la noirceur elle-même. Ses yeux rencontrent les miens, et une étincelle s'y allume, le reflet de quelque chose d'inquiétant et de familier. Elle me regarde comme si elle savait quelque chose à mon sujet que j'ignore moi-même. « Sais-tu au moins pourquoi tu nous traques ?» La voix d'Abigail est douce, mais tranchante, avec une nuance d'émotion que je ne peux pas vraiment définir. « Es-tu motivé par la justice ou simplement par le plaisir de la chasse ?» Je chasse pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, répondis-je en essayant de rester concentré. Vraiment ? Me défie-t-elle, une note presque triste dans la voix. Ou bien tu chasses parce que cela comble ton vide intérieur, te donne une raison d'exister ? Ces mots sont calculés. Ils visent à me déstabiliser, mais j'y suis préparé et je suis prêt à résister à ces manœuvres psychologiques. Assez parlé, dis-je en sortant mon épée de son fourreau. La lame brille dans la lumière sinistre, prête à tout ce qui va suivre. Eh bien, dit Abigail en levant la main. Des décharges d'énergie aveuglantes jaillissent de ses doigts directement vers moi. Je roule sur le côté pour éviter les décharges et contre-attaque presque immédiatement. Un flot de feu jaillit de ma main et se précipite vers elle à une vitesse fulgurante, mais elle agite négligemment la main et le feu se disperse en étincelles inoffensives qui s'éteignent avant de l'atteindre. Il devient évident que nos pouvoirs magiques sont égaux, alors que nous échangeons des sorts qui sifflent et ondulent dans les airs. Le duel est intense, aucun de nous ne cède. Chaque minute est remplie d'esquives, de contre-attaques et d'approches dangereuses, ce qui donne l'impression que le temps s'écoule de manière distordue. Puis elle fait quelque chose d'inattendu. Elle baisse la main et recule d'un pas. Ses yeux rencontrent les miens. « Tu es doué », concède-t-elle, une nouvelle admiration perceptible dans sa voix. « Pas étonnant que tu sois devenu si tristement célèbre parmi les miens. » Je reprends mon souffle et hoche la tête. « Tu n'es pas mal non plus, » répondis-je en serrant fermement la poignée de mon épée. « Tes compétences sont à la hauteur de ce qu'on raconte. » Son expression devient plus sérieuse, presque suppliante. « Tu n'es pas obligé de continuer dans cette voie, » me dit-elle. « Tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Il existe un mal plus grand, plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. »« Le mal aide le mal, » rétorquai-je, mon épée prête pour un nouveau round. « C'est une excuse que vous, les sorcières, inventez pour justifier les dommages et les souffrances que vous causez ?» Elle expire, son visage exprimant un mélange de déception et d'humilité. « J'espérais que tu serais différent, que tu serais capable de voir l'ensemble, » dit-elle. Sa voix est remplie d'une telle tristesse que je commence presque à douter. Mais avant que je puisse en prendre conscience ou même réfléchir à une réponse, elle marmonne quelques mots entre ses dents. Puis, un nuage de fumée épaisse s'élève autour d'elle, emplissant l'espace d'une odeur nauséabonde. Lorsque la fumée se dissipe, elle a disparu. Je baisse les yeux et aperçois un mot, là où se tenait Abigail quelques instants auparavant.
Je le ramasse et le parcours rapidement du regard. Cherche le cercle du corbeau. Tu n'es qu'un pion dans un jeu que tu ne comprends pas encore. Je fronce les sourcils. C'est pour le moins inquiétant. Le cercle du corbeau. Ce nom ne me dit rien, ni mes années d'études, ni mes recherches approfondies sur la sorcellerie et les arts obscurs. C'est un mystère total, une nouvelle variable dans l'équation que je pensais avoir en grande partie résolue. Je mets le mot dans ma poche, où il semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Mon esprit travaille fébrilement, alimenté par une incertitude nouvellement acquise. Y a-t-il une part de vérité dans les paroles d'Abigail? Ma mission de toute une vie, ma détermination à débarrasser le monde des sorcières, est-elle vraiment aussi noble que je l'ai toujours cru? Pour la première fois depuis ce qui me semble être une éternité, je suis envahi par le doute, et ce doute me pèse comme un fardeau que je n'ai jamais eu à porter. Me détournant de la pièce désormais vide, je sors du vieux château envahi par le lierre. Mais les pas, d'habitude si assurés et déterminés, semblent mis le plus lent, plus réfléchis. Le poids du mot dans ma poche, les doutes dans mon esprit, les questions auxquelles je ne peux répondre rendent ma démarche moins assurée qu'elle ne l'a été pendant de nombreuses années. Je sors à l'air libre, mais même celui-ci semble différent, empoisonné par une incertitude dont je ne peux me débarrasser aussi facilement. Le 6 mai 1675. Cela fait déjà 2 ans que le souvenir d'Abigail me hante. Chaque sorcière que j'attrape semble enfoncer davantage ces questions dans mon esprit. Plus mon nombre de sorcières capturées augmente, plus mon inquiétude grandit. Les gens de la ville me regardent désormais différemment. Je vois à la fois de la gratitude et de l'hésitation dans leurs yeux lorsque je passe devant eux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le doute. D'après ce que disent mes informateurs, je suis sur le point de faire une découverte qui pourrait révéler un complot de grande envergure. Des sorcières qui se sont liguées pour renverser le pouvoir local. Je me tiens devant une simple porte en bois, au bout d'un tunnel faiblement éclairé. Cet abri souterrain est loin d'être ordinaire, caché sous des couches de terre et de secrets. Selon des sources fiables, cette pièce abrite des sorcières qui sèment le chaos et la révolte. Mes des doigts serrent la poignée de mon épée, dont la lame est usée par d'innombrables combats. Ce n'est pas simplement un repère de sorciers parmi d'autres, c'est le cœur d'une révolte planifiée, l'épicentre de l'instabilité qui a secoué la région. Je prends une profonde inspiration, me préparant à ce qui m'attend. Ma main se pose sur la poignée de la porte et je sens le poids des 2 dernières années peser sur moi. Les doutes, les victoires et le spectre omniprésent des questions sans réponse d'Abigail. J'ouvre la porte d'un coup de pied et entre, l'épée à la main. Mes yeux s'habituent à la faible lumière et découvrent une longue table en bois encombrée d'une multitude d'objets étranges. Des flacons, des grimoires anciens et des morceaux de parchemin couverts d'incantations. Une poignée de sorcières, prises au dépourvu, se tiennent autour de la table. Leurs yeux s'écarquillent lorsqu'elles me reconnaissent, mais elles se ressaisissent rapidement. Le célèbre chasseur de sorcières, en personne, nous honore de sa présence, dit la grande femme assise en bout de table. Elle est vêtue de sombres habits flottants qui semblent absorber la lumière autour d'elle. Son regard est froid, dénué de toute crainte. « Assez bavardé », répondis-je d'une voix déterminée. Je me précipitai vers elle, l'épée à la main, réduisant la distance qui nous séparait. En un clin d'œil, la pièce explose dans une tempête de magie. Des symboles secrets remplissent l'air tandis que les sorcières tendent dans les bras, déversant sur moi une salve de sorts et de malédictions. Les couleurs et les formes se mélangent dans un tourbillon d'activités surnaturelles qui me visent directement. Mais j'y suis préparé. Mes mouvements sont une danse calculée. J'esquive les malédictions et renvoie les sortilèges. Des années de pratique portent dans leurs fruits.
et je résiste à leur magie avec une aisance acquise, à force d'entraînement. Les sorcières te tombent, les unes après les autres. Un sortilège de liaison ici, une malédiction repoussée là, et elles commencent à tomber comme des dominos. Bientôt, la pièce redevient silencieuse, remplie seulement des respirations saccadées de celles qui sont restées conscientes. Cependant, un sorcier se tient à l'écart des autres, un homme d'âge moyen, aux traits anguleux, vraisemblablement le chef de cette conspiration. Il semble imperturbable, observant la scène avec un vif intérêt. Nos regards se croisent et je vois dans ses yeux une étincelle de reconnaissance. « On dirait que tu m'as sous-estimé », dis-je en serrant plus fort mon épée. L'adrénaline bouillonne dans mes veines, mais je ressens une fatigue physique après ce combat intense. Mes mouvements sont légèrement ralentis et mes réflexes ne sont plus aussi vifs. Le chef sourit, ouvrant la bouche pour parler, mais je ne lui en laisse pas le temps. Rassemblant le peu de force qui me reste, je prononce un sort destiné à le neutraliser. Il lève la main pour essayer de résister. Avant que je puisse savourer l'instant, une douleur brûlante me transperce le corps. Ma vue se trouble et je comprends que je suis gravement blessé. Je serre fermement mon épée, luttant contre le vertige qui menace de m'engloutir. Je ferme le dernier journal. Sa dernière phrase reste en suspens, comme une question sans réponse. L'écriture s'arrête si brusquement que je vérifie si je n'ai pas sauté une page. Mais non, c'est tout. L'histoire du chasseur de sorcières n'est pas terminée. Mais les mains reposent sur la couverture en cuir. Je sens sa texture usée, comme si elle était chargée de la tension de l'histoire qu'elle contient. Un frisson me parcourt le dos, non pas à cause de l'air frais de la pièce, mais à cause du vide inquiétant que laisse le journal. Qu'est-il arrivé au chasseur de sorcières? Il était si près du but, à 2 doigts d'attraper cette dernière sorcière insaisissable. Ses efforts ont-ils été couronnés de succès et ont-ils permis de mettre fin à cette conspiration perfide qui battait son plein? Est-il devenu le héros qu'il voulait être? Ou bien s'est-il passé autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir? Les doutes et les questions qui le tourmentaient l'ont-ils empêché d'agir? Le grain de scepticisme semé 2 ans plus tôt par la sorcière Abigail est-il devenu un arbre paralysant d'incertitude? Comment cela a-t-il influencé son jugement, sa détermination? Sa boussole morale était autrefois si claire, mais le journal suggère qu'avec le temps, elle est devenue de plus en plus floue. Ne lui a-t-elle pas finalement indiqué une direction qu'il ne pouvait ou ne voulait pas suivre? Je pense aux habitants des villes qu'il a visitées, à ceux qui le regardaient avec respect et crainte. Ont-ils été sauvés? Ou ont-ils été abandonnés à leur sort, otages de forces obscures qu'ils ne pouvaient mot comprendre? Ont-ils jamais su ce qu'était devenu l'homme qui était venu les délivrer de leur malédiction? Ou son nom n'est-il qu'une légende de plus, transmise à voix basse? Une histoire de chasseur de sorcières qui a disparu sans avoir terminé son travail? Et qu'en est-il des sorcières qu'il traquait? Faisaient-elles partie d'un ensemble plus vaste, comme le suggérait Abigail, le cercle du corbeau? La note mentionnait une phrase qui faisait allusion à un groupe secret, aux plans ambitieux. Était-il, comme le disait la note, un simple pion dans un jeu qu'il ne pouvait pas comprendre? Un pion manipulé par des forces qui dépassaient largement sa compréhension? Je sens que j'ai retenu mon souffle et j'expire lentement, déçu. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres pages à lire et d'autres indices à analyser. Le journal me permet de jeter un œil dans un monde complexe et dangereux, mais me laisse face à un abîme de questions sans réponse.